Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, c'est Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, j'étais avec Davy Galland de la distillerie 29 octobre. Donc, merci Davy d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. On est en temps de confinement, fait qu'on a commencé un petit peu des interviews, entrevues par Internet. Donc, parlant de confinement, Davy, je pense que tu fais toi aussi du Purell, du désinfectant à main. Bien, chez Norrois, on est installé la distillerie chez Norrois et on fait effectivement beaucoup de désinfectants à main en ce moment. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu es situé à Saint-Hyacinthe avec Norrois. Fait que vous êtes dans les mêmes locaux. On partage des locaux. Puis, nous, on a apporté nos alambics à nous dans les locaux de Norrois pour distiller nos produits, mais avec nos alambics, on distille aussi les produits de Norrois. OK. Puis ça t'est venu comment, l'idée de partir la distillerie? Moi, j'ai planté un vignoble en 2010. Et puis, dès la deuxième année, j'avais du raisin. Puis, ça me tannait de jeter le marc de raisin. Puis, fait que là, j'ai commencé à expérimenter. J'ai acheté un petit alambic sur eBay pour faire des tests. Puis là, j'ai commencé à faire de la grappa. Puis à partir de là, je fais « Wow, ça, c'est vraiment cool, la distillation. » Puis des tests, puis la pratique, puis toutes sortes de trucs. Puis là, éventuellement, après, 8 ans de ça dans ma cave, à faire des expériences, je pense qu'un peu tout le monde a commencé comme ça, disons-le, tu sais. Là, j'ai un investisseur qui s'est pointé, parce que moi, de base, je suis un réalisateur de disques. Okay. Et puis, je suis en train de réaliser un truc pour quelqu'un, puis ça donne, c'est un sommelier. Alors, je lui ai montré ce que je faisais, j'ai fait goûter des produits, puis à partir de là, lui a dit « Mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est le fun, pourquoi qu'on se part pas une distillerie officiellement en bonne et due forme, puis arrête de faire ça, arrête de faire tes tests chez vous, puis on rend ça au grand public. » C'est un peu de même, ça a commencé. Beaucoup d'expérience, puis après ça, là, depuis 2 ans, c'est toute la préparation, tout ce qui vient avec un start-up, puis dans une industrie, on pourrait dire, qui est bourgeonnant au Québec. Oh, oui, c'est ça, c'est le début, là. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Puis la vocation, elle a changé en cours de route parce que le but, c'était de faire des produits, se différencier un peu des autres distilleries au Québec, parce qu'il y a comme 43 distilleries au Québec en ce moment, là. Donc là, tout le monde fait du gin. Nous autres, on ne fera pas de gin, du moins pas pour l'instant. On fait plus des produits que personne d'autre fait, du moins pas en grosse quantité. Donc, des simili grappa. Donc, des brandés immatures, des brandés de raisin, des brandés de prunes, comme la Slivovitz ou la Tsuika ou la Palinka, dépendant de quel pays tu viens. Et aussi, je suis un grand fan de pastis, donc j'ai dit pourquoi pas faire un pastis. Donc, pour l'instant, les 3 produits qu'on fait, Slivovitz, le grappin. Donc, la Slivovitz, ça s'appelle Sliv. Le grappin, notre grappa ou notre brandé de raisin immature qui s'appelle grappin. Pas compliqué, une fois que tu y goûtes, tu restes accroché. Puis après ça, on a la potion. La potion, c'est notre pastis. OK. C'est ça, pas les 3, mais j'ai eu la chance d'aller distiller une journée avec toi et de découvrir un peu ça. Tantôt, on va rentrer un petit peu plus dans les détails là, de comment tu es fait, tes 3 produits. Ouais. La vision, vers où tu t'en vas, toi, avec ça? Là, déjà que tu t'es sorti du lot en disant je fais pas de gin, je fais pas comme les autres. Ouais. Mais à long terme, as-tu d'autres idées? Mon Dieu! Le pape, est-tu catholique? Oui, j'ai des idées. C'est pas ça qui manque. J'ai des idées. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir un associé qui, lui, est plus affaires et puis qui me ralentit à tout bout de champ pour me dire hey, wow, on va sortir un produit à la fois parce que j'ai des idées en fou. Je suis apiculteur, donc j'ai des abeilles.
J'ai distillé du miel ou de l'hydromel que j'ai fait vieillir en fût de chêne, j'ai ensuite distillé, puis c'est extraordinaire. Donc, c'est un produit que j'aimerais sortir. Les pommes, j'ai des brandies que j'ai fait chez nous avec mes pommiers. J'ai aussi un verger. Puis, c'est vraiment extraordinaire. 6 ans dans un fût de chêne, c'est bon, c'est extraordinaire. Donc, oui, c'est pas les idées qui manquent. On veut sortir aussi des eaux de vie avec des saveurs très locales, donc très Québec, des eaux de vie, peut-être de raisin, peut-être de prune, mais avec des aromates de fraises naturelles, donc par la macération de fraises et framboises, de la menthe poivrée. On a beaucoup de plans comme ça, des projets comme ça qui s'en viennent, mais encore une fois, pour faire vraiment un beau produit. Puis, tous nos produits sont cachers aussi. Donc, ouais, c'est ça. Pas quelque chose que grand monde prenne la peine de faire. Puis nous, on le fait. Moi, je ne suis pas juif, rien, j'ai beaucoup d'amis juifs, mais je trouvais qu'il y avait une possibilité là où il y avait une ouverture, du moins, pour avoir des alcools cachers en Amérique au complet. Parce que, soyons francs, là, mes alcools que je fais, des eaux de vie de la Slivovitz, il n'y a pas grand monde qui connaît ça au Québec. La grappa, ça n'a pas une connotation très positive avec les gens. Non, c'est ça. C'est plus la bagosse, un peu. Oui, les gens ils appellent ça, ils vont appeler ça de la térébenthine, mais mon Dieu, quand la grappa est bien faite, c'est extraordinaire. Puis c'est pas pour me péter les bretelles, mais j'ai fait goûter ma grappa à beaucoup d'Italiens, à beaucoup de Tessinois. Okay? J'ai travaillé beaucoup avec des gens de cirque sur des spectacles. Et donc, c'est tous des gens qui connaissent les alcools, qui connaissent le terroir de l'Italie, du nord de l'Italie, qui ont goûté ma grappa, qui ont dit « Mon Dieu, ça c'est extraordinaire, c'est vraiment, vraiment bon, c'est d'une douceur, ça n'a rien à voir avec les grappas conventionnels qu'on va retrouver. » Mais tout cela, c'est quand même un produit qui n'est pas vraiment connu au Québec. Donc, il y a de l'apprentissage à faire, mais aussi il y a des marchés à développer ailleurs. Donc, en étant cachère, soudainement, je m'ouvre au marché nord-américain, mais aussi les marchés européens, même asiatiques. Juste, j'ai de l'intérêt en Australie en ce moment pour les Juifs là-bas qui veulent une belle Slivovitz fraîche et moderne qui est cachère. Donc, c'est sûr qu'on travaille pour exporter nos produits aussi parce que je pense que le marché est là. Puis, tant mieux. Si on peut arriver à avoir des partnerships avec des gens à l'extérieur du pays pour envoyer des produits québécois un peu partout sur la planète, on va le faire. C'est un peu ça le but. Ah oui, c'est sûr, parce que là, pour l'instant, les distilleries québécoises, ils vendent surtout au Québec. Il y en a un petit peu qui commencent à exporter. Il y en a qui ont fait des expositions en Europe, un peu partout pour exporter. Mais c'est pas que le marché est saturé. Mais oui, le monde est grand. Là, il y a des possibilités pour toi. Fait que tant mieux si ça marche. Oui. Tout à fait. C'est un peu pour ça le virage cachère. Tu sais, la première année qu'on a fonctionné, on s'était associé avec 4 vignobles au Québec pour ramasser leurs marcs de raisin une fois qu'ils ont fini de presser. On a ramassé 30 tonnes de marcs de raisin pour ensuite se rendre compte que nos versos de fermentation, on ne pouvait pas mettre ça là-dedans, c'était trop compliqué à vider. Bref, on a entreposé ça, on l'a gelé même pour pouvoir l'utiliser plus tard. Puis ensuite, on a pris le virage cachère, puis on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun vignoble au Québec qui est cachère. Et avec le raisin, c'est très compliqué. Donc, ce 30 tonnes de marc-là, on a fini par le donner après avoir dépensé tellement d'argent. On a tout donné ça à des fermiers pour le bétail, en fait. Ça n'a pas été perdu, mais notre petit virage vers un produit un peu plus exclusif, finalement, on travaille avec d'autres matériels en ce moment. T'sais. Notre matière première, ça ne vient plus du Québec, malheureusement, pour l'instant. Cela dit, il y a des vignobles dans le sud de l'Ontario qui sont cachers, fait que peut-être ça resterait canadien éventuellement. OK. Ben, c'est ça, là, on va rentrer un petit peu plus dans tes produits, là, la fabrication, puis tes matières premières, parce qu'il y en a plein qui font du grain à bouteille, mais là, tout n'est pas grain, et tu pars avec de la prune, avec du malt, justement. Fait que pour l'instant, veux-tu me parler un petit peu de où tu trouves tes ressources, puis comment ça se passe? Pour l'instant, on travaille avec des concentrés. Donc, c'est des concentrés de raisin, des concentrés de prunes qui sont généralement... Bon, mon raisin, il vient de l'Europe. Mes prunes viennent de la Californie ou Washington State.
Puis, c'est toujours bio et puis bien cachère. Donc, je reçois ça ici. On fait notre mélange, on fait notre vin, on fait fermenter ça. C'est une fermentation qui est quand même assez longue. On ne presse pas les choses. On n'utilise pas de turbo yeast pour accélérer, pour faire une fermentation en 3-4 jours. On laisse développer des esters pendant 2 semaines. Puis après 2 semaines de fermentation, on se retrouve avec un beau vin qui est en fait très, très bon, juste comme ça, d'environ 12-13% d'alcool. Et là, on distille ça dans nos magnifiques alambics italiens Barrison qu'on a installés en octobre dernier. Et puis, pour ceux qui voudraient voir le montage de ces alambics-là, parce que c'est des monstres, on va les voir tantôt si Davy va dans l'autre pièce. Mais sur ton Facebook, il y a une petite vidéo au fast-forward, mais de tout le montage puis de l'assemblage de ces monstres-là. Oui, on a fait un time-lapse de l'installation. Je pense que c'est 8 jours total en 2 minutes, même pas. C'est le fun à regarder. Puis sont belles. C'est des belles machines. Là. Mon Dieu, c'est des... moi, je les appelle des Jeeps. Là. Tout est manuel. Donc, tu contrôles tout. Ce qui est le fun, je suis un musicien. Moi, je joue les instruments. Je les vis quand je les joue. C'est ça, être un peu le côté artistique de la musique. Je l'ai amené ici parce que l'alambic réagit un peu comme un instrument. Donc, il y a des jours, les cordes sont un peu plus flattes, mais l'alambic, avec la pression barométrique, peu importe, on a des variations. Donc, il faut toujours s'ajuster. C'est comme jouer d'un instrument. Fait que le côté artistique est là, le côté créatif est là dans la fabrication de nos alcools. Hein. OK. Fait que c'est ça. Là, tu fais un vin pour ta grappa. Ouais. OK. Avec des prunes. Même chose. C'est ça, c'est une espèce de vin de prune que tu dis. Vin de prune. Puis ta base pour ton pastis? La base du pastis, quand on a commencé, on a fait des tests avec notre vin, avec nos eaux de vie. On a fait des tests avec du NGS, donc Neutral Grain Spirit. Puis, on prend toujours la qualité puis le meilleur goût. Et puis, nos tests à l'aveugle, le NGS était meilleur que les eaux de vie. Okay. Donc, on a décidé d'utiliser de l'NGS. Et puis, ça nous permet d'avoir plus d'eau de vie parce que quand même, c'est coûteux à faire. Ça coûte très cher à faire l'eau de vie. La matière première est dispendieuse. Donc, on était, je ne veux pas dire soulagé, mais on était quasiment content que l'NGS nous donnait un meilleur résultat que l'eau de vie. Puis après ça, les herbes qu'on utilise, c'est les herbes un peu communes qu'on connaît, la réglisse, l'anis, tout ça. Ce que je peux prendre au Québec, je le fais. Mais pour l'instant, les coûts versus, j'ai trouvé, il y a un des ingrédients, c'est du Meadow Sweet. J'en ai trouvé au Québec du Meadow Sweet. Mon Dieu, c'est à peu près 200$ du kilo versus 20$ du kilo quand tu l'achètes, quand ça vient d'ailleurs. Donc, la faisabilité de ça rend la chose un petit peu difficile. Puis tant qu'à mettre juste 5% du Québec, par principe, je ne vais pas là. Je trouve que c'est peut-être la fausse publicité de dire « Ah oui, c'est une herbe du Québec. » Non, il y en a juste 5% ou 10%. Oui. Pour l'instant, nos herbes, ils viennent de l'extérieur. Mais si je peux éventuellement avoir des herbes plus locales, mon Dieu, je vais sauter dessus, c'est sûr et certain. Parce qu'on ne se cachera pas, à date, le prix en SAQ, ça va vite, là. Mettons, toi, qu'est-ce que tu vends, puis comparé à ce que le client paye rendu le produit final, il y a une grosse marge. Fait essayer de faire un produit de qualité assez abordable, d'un moment, tu as des choix à faire, je comprends. Je ne vous cacherai pas, moi, faire une bouteille de brandy ou de mon eau de vie me coûte dans les 2 chiffres avant même de payer les alambics, mon temps. Payer la location des locaux et tout. Juste en matière première, en bouteille, en bouchon, là, ça me coûte dans les 2 chiffres. Donc oui, c'est un produit qui coûte cher à faire, mais qui se démarque. C'est pas une vodka ordinaire, c'est pas une eau de vie, c'est pas une petite grappa faite avec des restants de raisin d'ailleurs. C'est vraiment une matière première de très haute qualité qui coûte très cher pour faire un produit de très haute qualité. C'est sûr que quand je regarde la bouteille rendue SAQ qui se vend 59 et 75, quasiment 60$, je trouve ça cher. Mais là, ça,
c'est un débat éventuellement qu'on aura avec la SAQ de dire il y a une façon de payer moins de taxes. Je sais qu'au Québec, on paye énormément de taxes sur les alcools versus les autres provinces. Donc, mais regarde, c'est notre réalité, puis tout le monde, toutes les distilleries vivent avec. Puis je pense que les SAQ sont ouverts à apporter des changements à ça j'espère dans les mois qui s'en viennent, mais dans les années, certainement, les années qui s'en viennent, c'est sûr. C'est quand même assez récent, là. Comme je disais dans mon intro d'émission, quand je suis revenu en 2006, il y en avait à peu près 5 distilleries au Québec, là. C'était pas des micros, là, c'était assez gros volume souvent. Fait que, c'était facile pour eux autres de produire peut-être à meilleur prix. À ce temps, quand chacun juste de payer l'alambic, ça t'a coûté assez cher, là. On est pas loin de demi-million, nous autres, en investissement nos alambics. C'est ça. Fait que pour rentabiliser ça, toi, tu n'as pas le choix de prendre un prix quand même sur ta bouteille. Mais si ça triple, quadruple et quintuple rendu sur la tablette, c'est pas évident pour le client de dire, ben, gars, j'ai l'autre produit qui est pas tout à fait aussi bon, mais qui coûte la moitié du prix. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Si tu regardes dans les autres provinces aussi, on est... Là, faudrait que je regarde les derniers chiffres, mais je pense qu'on est la province qui a le moins de microdistilleries. Justement, à cause de ça, on compare à des markups de 30-40 % en Saskatchewan, en Alberta. En Colombie-Britannique, si tu utilises la matière première, tu n'as aucune taxe provinciale à payer. Juste la taxe d'assises. Donc là, ton coût de bouteille il vient de dropper énormément. Okay. Puis à l'export, as-tu une idée de comment ça fonctionne? À l'export, on paye la taxe d'assises fédérale, puis on n'a rien payé au provincial. Mais il faut que ça sorte du pays. Donc là, ça nous donne une chance aussi d'arriver et de dire, on peut demander, on peut aller chercher un petit peu plus pour notre bouteille, puis en bout de ligne, le consommateur va payer beaucoup moins parce qu'il n'y a pas une immense cote qui s'en va en taxe. Ouais. Donc, c'est environ, avec la taxe d'assises en ce moment, je pense que c'est 3,70, mettons, arrondi par bouteille d'alcool qui s'en va au fédéral. Fait que quand mon alcool part d'ici pour aller aux États-Unis ou pour aller dans nos provinces, c'est juste la taxe d'assises fédérale qu'il faut payer. Fait que ça change gros. Fait que toi, ça serait une bonne nouvelle que ça marche bien à l'étranger parce que c'est facile de rentabiliser ta job. Là. Oui. Puis comme je dis, c'est de la Slivovitz. Je suis obligé de dire à tout le monde c'est quoi. C'est quoi? Du gin, mon Dieu, tout le monde connaît le gin, mais le Slivovitz ou même le grappa, puis de refaire la réputation de la grappa ici, ou du grappin, c'est ça. Donc, oui, j'ai avantage à exporter mon produit à l'extérieur, ne serait-ce pour être capable de faire des meilleurs produits encore, puis offrir encore plus au Québec. C'est sûr qu'on a des plans à long terme pour sortir des vodkas, je vais peut-être faire un gin. J'ai développé un gin pour Norrois. C'est vraiment, c'est bon, c'est le fun, tu sais. Mais pour l'instant, on n'a pas ces projets-là en tête. De toute façon, on ne veut pas se piler ses pieds non plus. On a une entente avec Norrois, on est dans les mêmes locaux. Je distille pour eux, mais on a une entente qu'on ne se pilera pas ses pieds pour faire les mêmes produits l'un l'autre. Ah oui. Tu sais, puis je pense que c'est tout à fait normal. Donc, je ferai un gin un jour quand je sortirai d'ici pour m'installer dans nos propres locaux plus proches de chez nous, à Drummondville. OK. C'est ça. Toi, tu es de Drummondville puis tu vas à Saint-Hyacinthe à chaque jour. Oui, chaque fois que tu travailles. Exactement. Okay. Est-ce que les gens peuvent passer et vous visiter? Tout à fait, oui. Ah oui. C'est sûr que pendant le confinement, on n'encourage pas les gens à venir puis on n'ouvre pas des visites dans la distillerie, mais le magasin est encore ouvert. Okay. Donc, les gens peuvent venir. J'ai des produits ici qui sont... Comme j'ai juste un produit en SAQ en ce moment, la Slivovitz, la Sliv, qui est rendue dans les SAQ. Et puis, le grappin va suivre bientôt. Après ça, la potion va suivre d'ici environ 2 mois. Tous les produits sont faits, mais on les sort un après l'autre juste pour... On ne voulait pas arriver avec un gros push puis tout sort en même temps. Donc, c'est ça. Mais les produits, je les ai ici disponibles. Fait que si les gens en veulent, ils ne veulent pas attendre que ce soit un SAQ, ils peuvent passer ici, puis on va s'en vendre avec grand plaisir. Fait que, vous autres, votre adresse, c'est le 6600 boulevard Chaquette à Saint-Hyacinthe. Ouais. Et puis, c'est pas écrit 29 octobre en avant ou Norrois, c'est station agrobiotech. La station agrobiotech, parce qu'on fait tellement de choses ici. Il y a du kombucha, il y a de la bière, Bilboquet qui est ici, donc puis il y a Norrois, c'est ça, Fixit, kombucha et la distillerie du 29 octobre. Puis quand on visite, on voit un petit peu de
tous les business ou ça reste juste côté distillerie? Ben, la distillerie est bien distincte ici parce qu'on a, il y a des réglementations à suivre. Donc, on ne peut pas mélanger la distillerie avec la brasserie de l'autre côté. C'est pas les mêmes enjeux, puis c'est pas surtout les mêmes taux d'alcool. Mais quand les gens viennent, ils peuvent visiter au complet la place. Ouais. OK. Cool, ben merci. Tantôt, on l'a fait comme test, ça, mais tu veux aller me montrer un petit peu? Oui, certainement, avec grand plaisir. Je me débranche puis je traverse. Suivez-moi. Je ne peux pas virer ma caméra de bord, je suis sur mon portable. Alors là, je rentre directement dans la distillerie. Puis je vais commencer ici avec notre petit alambic à gin. Donc, c'est un 500 litres, Barrison italien, avec une colonne de refroidissement seulement. Donc, il n'y a pas de plateau. C'est vraiment un pot still, un alambic charentais. Ça va vraiment tellement bien. Là, on a des problèmes avec le refroidisseur, tellement ça, c'est efficace, la vapeur. C'est juste fou. Avant, il y avait des ice still ici, on s'en est débarrassé. Les ice still, ils prenaient beaucoup plus de temps pour faire la même job que ça fait. Donc, le chiller, il faisait la job. Maintenant, il y a de la misère. Puis ici, on a notre 1000 litres. Donc, ça ressemble à des minions. Puis, on a notre... mon Dieu, je pourrais enlever l'échelle. Voilà. Donc, on a une belle colonne ici de rectification. Donc, notre colonne de rectification, elle a 10 plateaux. Ce qui me permet de sortir... j'ai réussi à faire un alcool en une passe à 93,8 d'alcool. OK. C'est quand même bien. Je retourne dans le bureau. Ça. Oui. Pour le son. Oui. Donc, oui, 93,8 dans une passe, ce qui est intéressant, qui est le fun, parce que ça nous permettrait de distiller dans une shot, là, si tu veux, des alcools. Pour l'instant, je fais toujours des doubles distillations. Donc, je fais un stripping run, je strip, puis je ramasse et ensuite, je purifie l'alcool. Toujours en faisant attention de garder le plus d'arômes possible. Puis, jusqu'à date, ça va vraiment très, très, très bien. Là. Les gens qui goûtent les alcools ici sont agréablement surpris par les arômes que j'ai réussi à garder avec ces machines-là. C'est vraiment des perles. Là. J'adore travailler avec ça. Vraiment. Là. Cool. Ouais. Puis, quand j'ai passé la journée avec toi, c'était vraiment sympathique de te voir aller. Là. C'est comme tu expliques, c'est un jig, c'est des grosses valves que tu y vas à la main. Puis il y a un délai de 3 minutes, je pense que tu vas expliquer. Oui, c'est ça, c'est 2 minutes et demie. Ça réagit. Quand je travaillais dans la cave chez nous, moi, j'avais un petit Hillbilly Still, tu sais, puis je m'amusais avec ça. Puis ça marchait avec un élément dans le liquide que j'aime moins que la vapeur. Là, ici, c'est la vapeur, donc c'est vraiment, vraiment efficace, puis c'est égal, puis c'est constant. Mais avec l'électricité, mon Dieu, je passais de 18 ampères à 18,5 ou 19 ampères. Ça prenait 2 secondes, puis je voyais le débit changer à l'autre bout. Là. Alors ici, j'ai un temps de à peu près 2 minutes et demie de délai quand je fais un move sur le deflagmator ou sur la chaleur ou la vapeur. Mais tu sais, on apprend à conduire nos trucs. C'est un char neuf, là, tu cherches les wipers, tu cherches il est où le bouton pour le defrost. Mais ça, c'est un peu la même chose. Mais là, ça fait depuis le mois d'octobre que mon 1000 litres est installé. Je le regarde, puis là, je le connais, je le ressens. Là, tu sais, je dis, oh là, il se passe de quoi? Là, tu sais de suite, tu sais, ça devient comme un troisième bras, quasiment. Là. Oh, OK. Puis c'est un peu la même chose là, avec le 500 litres, c'est pareil. On l'a tweaké. Depuis qu'il est arrivé, on l'a tweaké, on a rajouté des petits trucs ici, des affaires là. C'est le fun, tu sais, je veux dire. Mais on peut vraiment tailler notre alcool puis la shaper comme on veut avec ces machines-là. C'est important de faire les bonnes machines. Ça va devenir votre identité aussi, le produit qui sort de là. Tu essaies de faire la même recette ailleurs, mais ça ne sortira pas avec les mêmes arômes, les mêmes... Ça sortira pas... Mais non, c'est ça. Il y a une adaptation à chaque machine, c'est sûr, puis chaque installation. C'est clair. Ah, c'est sûr. Un gros merci, Davy. Mon Dieu, ça fait plaisir. Là, c'est ça, on le fait à distance, mais éventuellement, on va revenir avec l'équipe de tournage puis on va faire l'émission chez vous. Là, oui, puis là, on officiellement. va goûter à souhait aussi tous les produits. Puis puis on va venir avec notre mixologue Fred et on va pouvoir faire un beau petit cocktail avec un ou deux de tes produits. Là, absolument. D'ailleurs, notre site web est online, 29octobre.com, distillerie29octobre.com. Et d'ici 2 semaines, on aura, parce qu'on a développé beaucoup de recettes, justement, des cocktails, puis il y en a qui sont vraiment extraordinaires avec le pastis. On a
on a une recette, comment on l'a appelée? Tarte aux prunes, je pense qu'on l'a appelée. OK. Avec la Slivovitz. C'est incroyable, mais incroyablement dangereux, là. C'est traite. Ah mon Dieu, c'est bon, mais les recettes de pastis, ça m'a surpris. On a travaillé avec Jonathan Breton, le mixologue. OK. Puis, il nous a sorti des trucs. Moi, je suis pas un grand buveur. Sauf que là, je fais comme, oh, ça, c'est dangereux. Ça, l'été, au soleil, sur le bord d'un lac, sur le bord de ta piscine. Ouais. Ben, un gros merci, David, de ton temps matin. Tu le fais pas mal. Un petit call hier soir, t'as été du game, puis un matin, oui, on part. Puis un gros merci. Okay. Puis, comme je te dis, on va se revoir, c'est sûr. Là. Ben oui. Puis j'ai hâte de pouvoir m'asseoir avec toi, puis avec tous les gens qui veulent goûter nos produits, puis venez les goûter. Ça coûte pas grand-chose, ou ça coûte rien, en fait. Okay. Goûter, puis découvrir des bons produits qui se font. Côté boutique qui est encore ouverte, est-ce qu'il y a des dégustations ou c'est comme séparé, puis là, pour l'instant, il n'y a pas de dégustation? Écoute, si les gens viennent, on n'en organise pas des dégustations comme telles. Là. On ne va pas inviter les gens à venir ici, au contraire, restez chez vous, mais si vous avez vraiment besoin d'alcool puis vous voulez goûter des trucs, ben oui, on va accommoder les gens dans la plus grande sécurité possible, mais oui, on va le faire. Ouais. Cool. Ben, un gros merci. Merci à toi. Okay.